Chez Peugeot, négociation en début d'après-midi demain. Les grévistes ont voté l'évacuation de la forge de Mulhouse. Manifestation des infirmières aujourd'hui à Paris, mobilisation moins importante que l'an dernier, mais les problèmes demeurent. Loupé, des trafiquants de drogue affiliés au cartel colombien et arrêtés en décembre 87, relâchés faute de preuves. Affaire de gros sous et de propriété artistique, la Lambada au tribunal de Paris aujourd'hui. Madame, monsieur, bonsoir. Comme prévu, il est entré en action à minuit la nuit dernière. Il se déclenchera à nouveau à minuit pile cette nuit pour fêter à sa manière le vendredi 13. Le premier virus conçu pour détruire les programmes de 23 millions d'ordinateurs a frappé aujourd'hui aux Pays-Bas. On n'en comprend toujours pas l'origine, mais les dégâts paraissent pour le moment limités grâce aux mesures de prévention prises notamment par les multinationales. Patrice Pelé et Noël Alexandre mènent l'enquête. Regardez bien, cette suite de caractères, ce petit point qui clignote, c'est un des virus qui ce soir à minuit devrait ravager l'ensemble des programmes informatiques d'Europe, mais aussi du monde entier. En fait, ce sont 4 virus qui devraient rentrer en action cette nuit. L'un d'eux, apparu en 88 en Israël, a été baptisé pour la circonstance virus de Jérusalem. Partout en Hollande, depuis 48 heures, les états-majors de toutes les grandes firmes tiennent réunion sur réunion. On va même jusqu'à simuler une éventuelle catastrophe. Et maintenant, ça va faire... Voilà, boum patate, tout est foutu maintenant. Ok, donc, dommage, mais ça me coûte de l'argent parce que j'ai perdu mes 5 premiers cylindres de mon PC. Quand c'est vrai, on ne sait jamais, mais quand c'est vrai, c'est désastreux pour des entreprises, parce qu'on perd toutes les informations. Les industriels peuvent remercier ce jeune homme de 35 ans. C'est lui qui a mis au point le programme informatique capable d'identifier et de tuer la plupart des virus qui circulent actuellement dans le monde. Aujourd'hui, c'est une vedette, les médias se l'arrachent. Ceux qui font ça sont sans doute des gens très intelligents. C'est quelqu'un qui, du fond de sa tanière, propage son virus et le regarde se développer. Le plus étonnant, le voilà peut-être. Nous sommes ici au commissariat municipal de La Haye. Au rez-de-chaussée, ce policier vend sans bénéfice des programmes antivirus. On vient là, seul ou en famille, chercher sa disquette. Dans 4 heures exactement, les virus devraient se répandre. La date et le jour de demain n'ont rien de fortuit. Nous serons vendredi 13. Le conflit chez Peugeot se dénoue. Les négociations en direction syndicale commenceront à 13h30 demain à Paris. Cet après-midi, à Mulhouse, les grévistes ont massivement voté à bulletin secret l'évacuation de la forge. Sur place, Alain Doubeski, Patrick Gabet. Les votes à bulletin secret donnent les résultats suivants. Contre 193, pour 589. Les pour l'évacuation l'emportent largement sur les contre, un résultat qui n'annonce pas la fin de la grève, mais simplement la fin de l'occupation de la forge demain, si, au même instant, débutent les négociations à Paris. À 17h, ici à Mulhouse, les syndicats ne doutent pas de l'engagement du conciliateur qui seul permettra de débloquer la situation, c'est-à-dire simultanéité des opérations. Nous avons pris nos responsabilités. Nous sommes en phase avec ce que nous demandait le conciliateur et bien entendu M. Calvet. Il appartient maintenant à M. Calvet et à la direction générale de Peugeot de nous donner la date d'ouverture des négociations. La CGT, plus réticente sur le principe de l'évacuation de la forge, avait fini hier soir par rejoindre la position des autres syndicats tout en appelant à la poursuite de la lutte. Je crois qu'il y a un tournant de la lutte aujourd'hui, mais la grève a été reconduite. Les salariés qui sont en lutte sont toujours aussi déterminés et je crois que M. Calvet ne doit pas se réjouir trop vite. Un incident de dernière minute a failli faire échouer la simultanéité des opérations. La direction de l'usine Peugeot de Mulhouse exigeait la libération de la forge à 11h, tout en fixant à 13h30 l'ouverture des négociations. Aussitôt, réaction vive des syndicats, évacuation et négociations se dérouleront bien simultanément. La longue grève des agents des finances a donné lieu aujourd'hui un peu partout et surtout à Paris à des manifestations. À l'appel des 5 fédérations syndicales, plusieurs milliers de personnes ont défilé
de l'Opéra à Matignon, où leur délégation n'a pas été reçue. Nouvelle manifestation prévue jeudi prochain. Ma porte reste ouverte, répond Pierre Bérégovoy. Le ministre souhaite pourtant négocier sur les problèmes spécifiques aux finances. Il l'a répété aujourd'hui en marge du forum de l'expansion, où il a par ailleurs confirmé aux chefs d'entreprise sa volonté de baisser l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis. Pour tenter d'éviter l'effet d'entraînement des conflits catégoriels et singulièrement celui des finances, le gouvernement propose maintenant aux syndicats une perspective plus large en remettant en question la grille de la fonction publique. Les explications de Maryse Manot. Comme le tiers des fonctionnaires, Catherine Bessac est en catégorie B. Le bac suffit pour son emploi au guichet de la Poste, mais elle a mieux un BTS. Son ambition, passer en catégorie A, niveau requis la licence, pour sortir du carcan que la grille des fonctionnaires lui impose. Pour pouvoir avoir un salaire un peu meilleur, il faut changer de catégorie, passer un concours, il n'y a pas d'autre solution. Sinon on plafonne. Sinon on plafonne. Dans ce bureau de poste, ils ont tous le même problème. De la catégorie C, exécution des tâches, niveau d'embauche, le brevet, à la catégorie D, niveau certificat d'études. C'est cette grille qui enferme tous les fonctionnaires en 4 catégories depuis 1947 qui va enfin évoluer. Les syndicats, reçus chez le ministre depuis hier, attendaient cela depuis longtemps. Il va y avoir un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut que chacun se mette au travail. Et je crois que pour que le travail s'accomplisse, la meilleure des choses sera le calme, la raison. Nous l'attendions effectivement depuis longtemps. Ça fait de nombreuses années que nous revendiquons une réforme de la grille. Et donc en fait, ça veut dire clairement une réforme des classifications. Et quand on dit réforme des classifications, c'est en fait reconnaître à leur juste valeur et à leur juste niveau les nouvelles qualifications et l'évolution des métiers des fonctionnaires. Selon Michel Durafour, les premiers effets sur les feuilles de paie se feront sentir dès 1990. Mais les fonctionnaires devront patienter 7 ans avant que s'achève la révision complète de leur grille. Elles étaient moins nombreuses aujourd'hui, les infirmières, moins nombreuses que l'an dernier, à battre le pavé de Paris pour faire entendre à nouveau leur voix. Une délégation a été reçue au ministère de la Santé, mais pas à l'hôtel Matignon. Leurs revendications sont toujours les mêmes. Augmentation des salaires et des effectifs, revalorisation de la fonction. Selon la coordination nationale, rien n'a vraiment changé depuis un an. Les conditions de travail restent aussi difficiles. Hier soir, Daniel Duigou nous donnait l'exemple d'un service où il y a beaucoup de sida. Eh bien, Alain Labouze et Jacques Gérard nous montrent maintenant la journée ordinaire d'une infirmière dans un service de gériatrie. Il est 7h30, Christine Chatin prend son service. Cela fait 15 ans qu'elle travaille ici, à l'hôpital Charles-Foy, dans un service de gériatrie. Alors moi, ce matin, je suis arrivée, j'ai fait la prise de sang à Madame Coutan. Au départ agent hospitalier, puis aide-soignante, Christine est depuis 8 ans infirmière. Seule, avec 50 malades sous sa responsabilité. Heureusement, il y a les agents et les aides-soignants. Ils nous disent tout ce qui ne va pas, quoi. S'il y a un petit bobo, s'ils trouvent moins bien une malade que la veille. Parce que nous, on ne peut pas voir sur 50 malades cette chose-là le matin en arrivant, quoi. Ici, plus qu'ailleurs, le métier d'infirmière ne fait plus recette. Bac plus 3, pour un salaire de début entre 5 500 et 6 300 francs, les infirmières trouvent que ce n'est pas juste. Surtout quand, en plus des soins, il faut s'occuper de la toilette ou des repas, prendre le temps d'écouter et parfois accompagner ces personnes âgées jusqu'au bout de leur vie. Ouais. Qu'il faut absolument revaloriser la profession, revaloriser notre travail parce que vu de l'extérieur c'est très mal vu et en fait quand on y travaille et quand on a passé quelques années avec les personnes âgées, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire, on s'enrichit soi-même. La moyenne d'âge dans ce service est de 86 ans. Avec les progrès de la médecine, on attend un nombre toujours plus important de personnes âgées. Dans le même temps, le nombre d'infirmières, lui, diminue. On aurait plus d'infirmières, on pourrait fonctionner mieux. On pourrait assurer des soins de meilleure qualité. Mais le manque d'infirmières, finalement, il ne ressort pas beaucoup parce que de toute façon, on assume les urgences, on assume les soins courants et puis finalement, on masque un petit peu la pénurie d'infirmières. Le malaise infirmier a désormais envahi tout l'hôpital. Pour l'instant, Christine tient le coup, mais d'autres ont déjà craqué.
C'est une histoire à la Zola. Le tribunal correctionnel de Caen vient d'en donner la sanction. 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec sursis pour une mère qui encourageait son fils de 3 ans et demi à finir les verres de mousseux. L'enfant avait été hospitalisé en plein coma éthylique. Anne Gainsburger, Frédéric Pasquette sur les lieux. Depuis près d'1 an, Franck réapprend à vivre ici, au foyer de l'enfance de Caen, séparé de sa famille, d'une jeune mère à la dérive. Une mère qui, cette nuit de Noël 88, fait admettre en urgence son enfant à l'hôpital. Dans le coma, il a près de 3 grammes d'alcool dans le sang. Je ne me rendais pas compte que ça lui faisait du mal. Non. Maintenant, je m'en rends compte, mais avant, je ne me rendais pas compte du tout. Dans le jugement, on précise que vous avez été condamné à 6 mois avec sursis et obligation de suivre une cure de désintoxication. Oui, je l'ai fait. Parce que vous buviez? Oui. Est-ce que vous pensez que votre fils a vécu dans un environnement qui pouvait le prédisposer à boire? Je pense, oui. Parce que, c'est-à-dire que, faut pas dire qu'on buvait pas, hein. Il y avait beaucoup de disputes. Pour dire, hein. Entre qui? À peu près toute la famille, on disputait, on buvait. Puis l'enfant pouvait pas supporter un petit peu les conséquences, comme on dit. Si je l'aurais un jour, j'espère que je l'aurai, que maintenant je ne ferai pas la même erreur, que je ne le ferai plus. Et vous, est-ce que vous êtes sûr de ne plus toucher à l'alcool? Genre mon fils, ça va s'arranger. Pourtant, le parquet a maintenu la séparation, veut faire un exemple de cette histoire exceptionnelle. Le parquet a porté appel de cette décision, car c'était un enfant qui vivait sous le toit de sa mère et de ses grands-parents. Seule la mère a été condamnée. Le parquet souhaite que cette affaire soit à nouveau examinée par la cour d'appel. C'est un enfant qui mangeait tout à fait à sa faim, qui avait des jouets, qui était choyé. C'est simplement un enfant qui, pour boisson habituelle, comme l'a dit sa mère à l'audience, avait du mousseux assorti d'eau pour étancher sa soif. Ce soir de Noël, Franck a comme d'habitude fini les verres des convives. Personne ne l'a forcé à boire, mais personne ne l'en a empêché. Ce n'est pas l'alcool, c'est surtout la drogue qui obsède aujourd'hui les responsables de l'ordre et de la santé publique. Et voilà qu'on relâche des trafiquants qui transportaient 450 kilos de cocaïne. On les avait pistés, extradés d'Allemagne. On les soupçonne d'appartenir au réseau colombien du cartel de Medellín. Et on n'a pas assez de preuves pour les garder en prison. Dominique Thiers, Hervé Brusini. C'est green, c'est vert, allez-y, posez-vous, disait le complice à terre. Dans l'avion, ils étaient prêts à décharger les 450 kilos de cocaïne. Mais surprise, au sol, le comité d'accueil était de la police. 4 hommes sont arrêtés ce 6 décembre 87. Le piège tendu par les services français de lutte contre les stupéfiants a bien fonctionné. C'est la plus grosse prise jamais réalisée sur le territoire français. La drogue vient d'ici, de la propriété d'Escobar, l'un des 3 patrons du cartel de Medellín. L'opération Marie-Galante a été montée par l'un de ses lieutenants, Gustavo González. Après les arrestations, González envoie son père et son frère en Allemagne. Leur mission, récupérer 10 millions de francs au siège de cet établissement, la Deutsche Bank, à Bonn. Cet argent doit être viré sur une des banques déjà repérées dans le blanchiment des profits de la drogue, la BCCI. Et la famille González n'aura pas le temps de faire la transaction. Les 2 hommes sont cueillis à l'hôtel Bristol de Bonn, ici, chambre 611. La France obtiendra leur extradition quelques semaines plus tard. Devant les enquêteurs, les González opposent peu de résistance. J'ai constaté, déclare le père González, qu'il y avait environ 900 000 $ et plus d'1 million de marques. J'ai pensé immédiatement au trafic de drogue. Et pour cause, l'autre détenteur du compte de la Deutsche Bank est justement l'un des inculpés du dossier Marie-Galante, Juan Pérez Piedrahita. Le 18 mai 89, dans un palais de justice devenu forteresse, les inculpés portent des gilets pare-balles. On redoute les tueurs du cartel. La cour d'assises de Pointe-à-Pitre condamne les 4 pourvoyeurs de cocaïne à de lourdes peines de prison. Pablo Escobar, le parrain colombien, se verra infliger 20 ans, par défaut. Mais les maillons financiers de l'affaire, les González père et fils, ont été relâchés sans procès. Ils ont quitté libre, il y a 15 jours, la prison de Fleury-Mérogis. Ils auraient même retrouvé leurs 10 millions de francs bloqués en Allemagne, et tout cela aux grandes dames des policiers.
Car selon la justice française, il n'a pas été possible d'établir formellement que l'argent des González provenait de la drogue. Le président américain George Bush a confirmé aujourd'hui qu'il participerait dans les prochains mois à un sommet anti-drogue avec plusieurs pays d'Amérique latine et qu'il soutenait le président de la Colombie dans sa guerre contre les trafiquants. C'est dans le même esprit que le président Mitterrand fera ce soir vers 11h30 heure de Paris, escale à Bogota. Il s'en est expliqué tout à l'heure à Quito, la capitale de l'Équateur, où se trouvaient aussi Gilles Leclerc et Yvan Barbe. À côté des problèmes de la dette extérieure, des rapports nord-sud et des relations bilatérales, le dossier antidrogue aura bien été considéré ici comme une priorité par François Mitterrand. La France va d'ailleurs multiplier des initiatives en ce sens à l'intérieur du marché commun, aux côtés des gouvernements des pays d'Amérique latine, en renforçant si possible la coopération matérielle avec les États qui le souhaitent, sans oublier le problème du blanchiment de l'argent. J'ai l'impression qu'il faut pousser notre contrôle, donc notre curiosité, plus loin. Il est possible que dans chacun des pays de la communauté, il est tout à fait possible qu'il existe des banques. Il n'existe pas, en tout cas pas en France, de place pour le blanchiment de l'argent. Mais il peut exister des banques complaisantes. Si tel était le cas, bien entendu, elles ne pourraient pas l'être longtemps. Dans quelques heures, en effet, le président de la République va donc quitter Quito et l'Équateur, direction la Colombie, Bogota, pour une escale surprise de 2 heures environ, dont les modalités exactes ne sont pas encore connues pour d'évidentes raisons de sécurité. Mais nous savons cependant que le président Mitterrand rencontrera le président Barco, non pas à l'aéroport comme prévu, mais bien au palais présidentiel. Un acte politique tout à fait symbolique qui tend bien à prouver que malgré ce voyage risqué, François Mitterrand entend montrer son soutien et sa solidarité au gouvernement colombien qui a entrepris de lutter contre le cartel de Medellín. Le comité central du Parti communiste français a commencé ses travaux aujourd'hui à huis clos. Georges Marchais y a violemment critiqué les anciens dirigeants soviétiques, mais aussi de manière beaucoup plus implicite, sans jamais les citer d'ailleurs, l'Allemagne de l'Est et la Hongrie. Officiellement, la situation à l'Est n'est pas à l'ordre du jour du comité central. En Hongrie, maintenant que le système politique a officiellement rompu avec le communisme d'État, les langues se délient, les symboles sont mis en cause, c'est la grande effervescence, c'est ce que Jacques Merlino et Jean Corneille ont constaté à Budapest. Staline est de retour à Budapest, mais cette fois en carton-pâte. Il s'agit du tournage d'un film sur les événements de 1956, le symbole déjà de la volonté des Hongrois de ne pas oublier leur passé et de montrer par la force de l'image ce que furent ces 42 années de dictature communiste. Et hier soir, en dépit du froid qui s'est abattu sur Budapest, ils étaient quelques milliers à vouloir fêter la disparition du Parti communiste. Le groupe de rock Hobo, longtemps banni par le pouvoir, avait pour l'occasion écrit une nouvelle chanson se moquant de ce que peuvent ressentir les vieux communistes. Ils avaient tout donné au parti, il ne leur reste plus rien, goodbye Parti communiste. Oh mon Dieu, que vont-ils devenir? Qui leur dira ce qu'ils doivent faire? Et dans ce meeting improvisé, les orateurs ont rappelé que l'opposition ne pouvait se contenter d'un simple changement de nom du parti au pouvoir. Ils demandent la dissolution des milices ouvrières, le départ des lieux de travail, des organisations du parti et toujours une déclaration publique de la fortune de l'ancien parti communiste. Revendication soutenue par une grande pétition lancée à travers le pays. Ils ont déjà recueilli 65 000 signatures. Il en faut 100 000 pour provoquer un référendum. En attendant, la question que se posent de nombreux Hongrois est de savoir si la vieille garde communiste acceptera facilement de renoncer à tous ses privilèges. Question fondée lorsqu'on écoute certaines déclarations. Si quelqu'un tire sur le passé avec un simple fusil, l'avenir tirera sur lui à coups de canon. Je veux dire par là que nous ne devons pas avoir honte de notre passé, que nous devons en assumer la responsabilité. On ne peut pas tirer un trait sur 40 ans de communisme hongrois. En tout cas, moi je m'y oppose. Et puis surtout, l'inquiétude des Hongrois s'explique par les milices ouvrières qui ne sont toujours pas dissoutes. Elles ont été créées après les événements de 1956 pour protéger le parti. C'est une véritable garde prétorienne comprenant 60 000 hommes armés de pistolets et de mitraillettes, un armement qui est toujours en leur possession et qui rend possible toute provocation.
Au Liban, quelques jours après 2 collaborateurs suisses de la Croix-Rouge, une jeune femme suisse, elle aussi, enlevée à son tour au nord du pays. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui à Berne sans plus de précision. Coup de théâtre en Suède aujourd'hui avec la libération de l'assassin présumé du Premier ministre Olof Palme. Anne Poncinet. Christer Pettersson avait fait appel du jugement qui le condamnait en juillet dernier à perpétuité pour le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme en 1986. Un nouveau jugement devrait être rendu le 2 novembre prochain. Il conclura sans doute à l'acquittement de Pettersson pour faute de preuves. Remise en liberté aujourd'hui du général Leopoldo Galtieri, ancien président de l'Argentine du temps de la junte militaire et initiateur de la guerre des Malouines. Profite également de l'amnistie décrétée samedi par le président Menem, Aldo Rico, impliqué dans plusieurs mutineries de l'armée argentine. Esquisse d'accord à Taïf, Arabie Saoudite, où sont réunis 63 députés libanais. Accord sur un rééquilibrage du poids des différentes communautés religieuses au profit des musulmans. Mais pour les chrétiens, cet accord est suspendu au règlement du problème de l'occupation syrienne. Norman Ramsey, américain, prix Nobel de physique, ses travaux ont trouvé une application dans les horloges atomiques. Wolfgang Paul, allemand, également prix Nobel de physique avec l'américain Hans Demlet pour leur technique du piège à ions. En médecine, Sidney Altman et Thomas Sech remportent le prix pour leur découverte sur l'acide ribonucléique. 2 vigiles privés affectés à la surveillance d'EDF à Grenoble abattus la nuit dernière lors d'une ronde. Les 2 hommes ont reçu chacun une balle de gros calibre et une décharge de chevrotine. Aucun vol n'a été commis. À la Bourse de Paris, légère baisse de l'indice CAC 40, moins 0,25%. Le dollar en légère baisse également à 6 francs 46,85. Toujours aucun signe de vie du général Favreau, disparu depuis samedi dernier en Gironde. Mais sa voiture a été retrouvée incendiée à 15 km de chez lui. Bruno Gex, Michel Gianoulatos. La Mercedes 190 diesel de Jean Favreau était verte métallisée, méconnaissable aujourd'hui. Calcinée, les vitres et le moteur ont fondu. C'est ici même, dans le bois de Marensin, qu'elle a fini sa course la nuit dernière à 14 km du domicile des Favreau. Elle avait été aperçue la veille à 2 reprises dans les rues de Bordeaux par les policiers du SRPJ qui avaient tenté de l'intercepter. Dans le véhicule, les enquêteurs n'ont rien trouvé, aucun indice, même les plaques d'immatriculation n'y étaient plus. Un travail de professionnel. 80 CRS ont été dépêchés sur les lieux, ratissant tout le périmètre, mais pas de traces du général Favreau. Si les enquêteurs continuent de privilégier la thèse du rapt crapuleux, ils ne négligent aucune piste. L'ancien gouverneur de Paris était préoccupé par une affaire de succession difficile qui mettait en cause avocats et notaires. Il en avait fait part à Gisèle Néron. Il avait des problèmes de succession. Il nous a dit qu'il était ennuyé, oui, dans les problèmes qui le préoccupaient, mais qu'il n'a jamais avancé quoi que ce soit de nom de ces hommes d'affaires. Et jamais mon mari n'a téléphoné à cette personne. Jamais. Cette dame parle d'un problème de succession et a même avancé la somme de 2 milliards de centimes. Ça c'est un fantaisiste achevé. Jusqu'à présent, la seule revendication connue est celle d'Action Directe. Un coup de téléphone anonyme hier au journal Sud-Ouest réclamant la libération des 4 membres du groupe en échange de celle du général Favreau. Mais pour le SRPJ de Bordeaux, cette revendication ne tient pas. 6 millions de francs, au moins. Voilà ce qu'a rapporté pour la France seule le triomphe de la lambada, cette musique sur laquelle d'astucieux promoteurs nous ont fait danser tout l'été. Les origines de ce rythme endiablé sont bien floues. Voilà pourquoi le très sérieux premier vice-président au tribunal de Paris, c'est une dame, n'a pas pu trancher aujourd'hui dans une affaire ondulante et complexe. Gérard Beaufils, Pascal Pueyo. Llorando se fue, musique colombienne. Lambada, danse brésilienne, le tube de l'été, mais où est donc la différence? Le tribunal de grande instance de Paris n'a pas réussi aujourd'hui à se prononcer sur le fond, à savoir s'il y a plagiat ou non. Llorando se fue a été composé par 2 musiciens boliviens, édité au Mexique en 1985. La lambada, déposée, elle, en France, à la Société des auteurs au début de l'année. Et la paternité en revient à un compositeur français qui signe sous le pseudonyme de Chico de Oliveira.
Un casse-tête juridico-financier qui concerne les droits de près de 2 millions de disques vendus. Lorsque nous repérons lors du dépôt des œuvres des ressemblances flagrantes entre certaines œuvres et qui sont parfois très innocentes, nous en repérons environ 400 par an. Nous convoquons les auteurs et nous leur indiquons qu'il y a source probable de conflits. Et très souvent, les auteurs décident de modifier l'œuvre pour éviter qu'il y ait procès de plagiat, qui sont des procès toujours très dangereux et parfois aux conséquences redoutables. Lorsque vous avez gagné beaucoup d'argent avec une chanson et qu'on décide que c'est un plagiat, vous êtes obligé de rendre avec des dommages-intérêts. Ça peut vous ruiner, il y a eu des cas de ruine. Une conciliation entre le français Chico de Oliveira et les boliviens Ulises et Gonzalo Hermosa pourrait être l'événement de ce feuilleton musical. Elle pourrait donner naissance d'ailleurs à une nouvelle version, pourquoi pas encore beaucoup plus langoureuse de la lambada. Le prix sera annoncé en francs et en dollars, il sera peut-être payé en yens. Et l'on parle au minimum de 300 millions de francs. Jusqu'où peut donc grimper la valeur marchande d'un tableau, même s'il s'agit d'un Picasso de la période bleue que l'on croyait disparu? Réponse fin novembre, lorsque les noces de Pierrette seront mises en vente. Georges Bégou et Yves Breux nous montrent déjà la toile en avant-première. Avenue Montaigne, 9h du matin. Camion sous surveillance, fusil à pompe, transfert de fonds, non, signe des temps. Aujourd'hui, on escorte aussi les œuvres d'art. Maître Binoche et Godot espèrent battre le record des ventes publiques à Paris avec les noces de Pierrette de Picasso. Environ 4 milliards de centimes pour une toile de 1,95 m sur 1,15 m. Picasso aurait-il aimé cet énorme défi commercial, cette folie spéculative, lui qui dénonce précisément dans ce tableau le pouvoir de l'argent? On y voit Pierrette épouser le riche patron du cirque, tandis que son regard amoureux est pour Arlequin. Arlequin, jeune homme pauvre, envoie un baiser, mais de rage, il serre le poing dans son dos. La noce est triste, elle va danser sur une drôle de musique. Beau tableau. De l'or pour la France, ou plutôt pour une Française au championnat du monde de judo à Belgrade. Jean Mamère. Instant de très forte émotion pour Catherine Fleury lorsque l'arbitre la désigne comme championne du monde des moins de 61 kilos. Elle bat en finale la soviétique Elena Petrova. La soviétique porte la première les attaques, mais est bien contrée par la française. Malgré son jeune âge, 23 ans, elle ne semble pas impressionnée. Elle s'enhardit même au fil de son assaut, au point d'obliger la soviétique au combat au sol, ce qui visiblement n'est pas son point fort. Mais à aucun moment, la française ne peut vraiment imposer sa puissance. En fin de match, la soviétique se rue sur la française, mais légèrement surprise, elle parvient une nouvelle fois à sauver la situation. La chute et le combat au sol ne permettent pas à Petrova de faire la différence, ce qu'elle comprend d'ailleurs à la fin du temps réglementaire, en restant longuement au sol. Catherine Fleury est la 8e championne du monde française de l'histoire. Oui, félicitations aussi à Claire Leca qui, dans la catégorie des moins de 66 kilos, repart avec la médaille de bronze. Voyons maintenant les résultats et les rapports du tiercé qui s'est couru à Évry dans le prix de l'écoute s'il pleut. Donc à l'arrivée, le 20, le 3 et le 1. 5 francs dans l'ordre rapportent 14 072 francs et dans un ordre différent 2028 francs. Le quartet maintenant 23, 1 et 2. 5 francs dans l'ordre 214 086 francs 50 et dans un ordre différent 10 321 francs. Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol va vous parler du temps qu'il va faire demain. Henri Sagnier vous présentera notre dernière édition vers 23 h. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20 h.